Gotta Go, l'un des nombreux titres fédérateurs des énormes Agnostic Front, l'un des groupes pères fondateurs, excusez le peu, du hardcore new-yorkais. Plus de 35 ans d'existence, des milliers de concerts à travers le monde, une street credibility en béton armé que j'ai rarement vu remise en cause, une pléiade d'albums, plusieurs qui sont considérés comme des pierres angulaires du hardcore, et cerise sur le gâteau, un documentaire réalisé par un film documentaire réalisé par Ian MacKaye, sorti l'année dernière, The Godfathers of Hardcore, et qui a enthousiasmé tout autant les critiques que les chanceux qui ont pu le voir. Si de nombreuses personnes, de nombreux musiciens ont une importance capitale dans l'existence et dans l'évolution d'Agnostic Front, il y en a deux qui se distinguent quand même plus particulièrement. Vincente Cappuccio, alias Winnie Stigma, le guitariste rythmique et fondateur du groupe, et Rogelio Mire, alias Roger Mire, le chanteur et frontman, qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui parce qu'on va causer de son autobiographie qui est sortie il y a quelques mois en français chez Camion Blanc, My Riot. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien Roger Mire, alors c'est le genre de gars qui pourrait s'asseoir facilement à la même table que Mike Muir, Jello Biafra, Henry Rollins, HR des Bad Brains, Harley Flanagan, ou Ian MacKaye. Ce mec est une légende du hardcore, une légende qu'il a construit avec une voix absolument inimitable. Une attitude sur scène et une présence scénique absolument dantesque. Une attitude de tough guy et des principes hardcore chevillés au corps. Absolument incroyable, ce qui fait que encore à l'heure actuelle, les jeunes générations ont énormément de respect pour Roger Mire et pour Agnostic Front, d'une part pour l'héritage musical énorme qu'ils laissent, et aussi parce qu'ils drainent avec eux, ils amènent avec eux cette histoire et cette atmosphère du New York un petit peu cradingue du début des années 80. Donc répondez à l'invitation de Roger Mire et venez faire un petit tour voilà, dans le Lower East Side du début des années 80, coincé entre le CGBG et le A7, à cette époque où ces clubs étaient rois, mais où ces clubs étaient des clubs cradingues, cernés par les gangs, cernés par les prostituées, par les junkies et par les sans-abri, et où il fallait souvent se faire à sa place à grands coups de chaîne et à grands coups de poing dans la gueule. Soyez les bienvenus dans ce 4e épisode de Read Them All consacré à My Riot. Alors, la première des bonnes raisons de lire ce bouquin, si vous êtes un hardcoreux et que vous lisez Roger Mire et autobiographie, théoriquement, ça devrait vous suffire, vous donner envie de lire ce bouquin. Si vous n'êtes pas dans ce cas, je vais vous donner quelques éléments biographiques de la vie de Roger Mire qui devraient quand même vous mettre un petit peu en appétit. Alors Roger Mire, il est né en 1964 à Cuba, il est arrivé quelques années plus tard avec sa famille aux États-Unis en tant que réfugié politique et ils ont atterri parmi les quartiers les plus cradingues de New York. Là, Roger Mire a dû apprendre une nouvelle langue, a dû apprendre voilà, à se faire à une nouvelle culture et à gérer la violence qu'il y avait dans la rue et chez lui, vu que son père était alcoolique et violent et qu'il lui tapait très régulièrement dessus. Cela continuera jusqu'à ce que sa mère le quitte et se mette avec un type encore plus violent, qui collera des tannées à Roger Mire encore plus violentes et qui ira un jour jusqu'à le taper à coups de marteau, événement qui déclenchera le départ de Roger Mire de chez lui pour aller squatter dans le Lower East Side. A noter que ce véritable psychopathe n'est autre que le père de Freddy Christian, donc le demi-frère de Roger Mire, qui se rendra célèbre quelques années plus tard en devenant le chanteur de Madball.
Dès lors qu'il atterrira dans le Lower East Side, Roger Miret commencera une vie de marginal et ira squatter dans divers endroits avec d'autres jeunes désœuvrés comme lui. Là, avec une poignée d'autres jeunes et une poignée d'autres groupes, notamment, pour ne citer que les Murphy's Law ou les Cro-Mags, ils créeront cette scène du hardcore new-yorkais. Et à partir de ce moment-là, on va voir la vie de Roger Miret et la vie du hardcore new-yorkais se faire face un petit peu et se développer l'une à côté de l'autre. Roger Miret, voilà, ne trouvant pas dans la musique des moyens de faire subsister sa famille, des moyens de gagner de l'argent, il tombera peu à peu dans la délinquance et dans le grand banditisme, finissant par faire du trafic de drogue et liant des liens avec la mafia. Il finira par tomber et ira en tôle. C'est un des passages d'ailleurs les plus immersifs, les plus sensitifs du livre, parce qu'on voit effectivement quelles étaient les représentations de Miret sur la prison avant d'y aller. Comment ça se passe une fois qu'il y est, là où c'est un univers très différent que celui à laquelle il s'attendait, parce qu'effectivement il vaut mieux se montrer calme, respectueux et plutôt faire ce que la politique des gangs exige. Donc les représentations sur l'univers carcéral tombent pas mal, voilà, dans ce passage, et c'est assez intéressant. Et puis l'après, évidemment, la sortie difficile de prison, le retour difficile au calme, le retour pour terminer donc à Agnostic Front et à une forme de calme, une forme de rédemption. Donc tous ces éléments biographiques là que je vous résume extrêmement vite sont très bien racontés à travers les mots de John Weldon Horn, qui a emprunté, voilà, le style, voilà, de Miret, qui est un style direct, qui est un style incisif, mais qui n'est pas du tout un style ordurier, qui n'est pas un style outrancier. On sent que c'est quelqu'un, voilà, qui a grandi dans la rue, qui connaît le poids des mots, et en gros c'est le genre de type que quand il te dit que ça va chauffer, tu peux commencer à te faire du souci. Un homme de parole, un homme de conviction. On comprend, voilà, à travers son histoire et à travers l'histoire d'Agnostic Front, voilà, tout ce qui était véhiculé dans le hardcore new-yorkais, les valeurs de solidarité, les valeurs de ne pas se faire marcher sur les pieds, les appels à l'unité, etc. etc. Le contexte social très important, voilà, du New York de cette époque-là dans l'existence de cette musique, tout ça est très bien expliqué dans My Riot, et donc c'est vraiment une des très bonnes raisons de lire ce bouquin. Donc la deuxième des bonnes raisons de lire ce bouquin, c'est que Roger Miret ne rechigne pas à évoquer les sujets qui ont toujours été polémiques, qui ont toujours collé au basque d'Agnostic Front. Le premier, celui qui a le cuir le plus dur et qui a, selon Roger Miret, le plus pourri la vie au groupe, c'est les accusations de racisme. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il prend les rumeurs les plus célèbres, les événements les plus célèbres. Par exemple, lorsque Peter Steele, à l'époque, quand il jouait dans Carnivore, avait écrit la chanson Public Assistance sur le premier album d'Agnostic Front, une chanson qui avait à l'époque fait polémique, les faisant, on les traitait au minimum de réactionnaires. Donc il donne, voilà, il explique pourquoi en fait Peter Steele avait écrit cette chanson, pourquoi lui il était d'accord avec, etc. etc. Il y a une autre anecdote célèbre, voilà, celle où Freddy, son frère, voilà, quand il était plus jeune, avait été pris en photo à un concert d'Agnostic Front avec un t-shirt de Screwdriver. Là aussi, voilà, il donne une explication là-dessus. Donc il décortique un petit peu, voilà, tous les éléments connus, les rumeurs connues, pour en donner en fait son explication. Donc il ne nie pas effectivement qu'au départ d'Agnostic Front, le groupe se revendiquait skinhead, en ayant adopté à la fois le look, la politique des gros bras, mais en se disant toujours anti-raciste. En tout cas dans le livre, Roger Miret le dit très régulièrement, disant qu'il est né dans un quartier cosmopolite, qu'il est cubain, et que voilà, il est opposé à ce type d'idées. Ils se défendent aussi, il se défend, Roger Miret, de toutes les accusations qui ont pu être portées contre eux, notamment concernant la violence en fait qu'ils utilisaient, voilà, qu'ils étaient obligés, voilà, d'utiliser à certains moments pour se défendre lorsqu'ils étaient dans la rue, d'autres accusations de sexisme, de choses comme ça. Donc voilà, ils ne rechignent pas, voilà, à évoquer les sujets difficiles.
évidemment, il y a des choses qui sont difficilement justifiables, le trafic de drogue, il y a certains passages où il raconte des événements, qu'il a fait des trucs qui le hantent toujours des années plus tard, qu'il n'arrive pas à se pardonner. Donc il est plutôt honnête, hein, il donne son explication, puis après c'est terminé, mais c'est plutôt honnête. Et cette approche, voilà, on n'est pas surpris de voir que Roger Miret, effectivement, c'est quand même un homme plutôt à faire face, un homme à faire front, sans mauvais jeu de mots, plutôt qu'à reculer et à faire dos aux problèmes. Et ça, c'est vraiment un des éléments vraiment très intéressants de ce bouquin, qui fait que voilà, ça lui donne encore un attrait supplémentaire à la lecture. La troisième bonne raison de lire My Riot, c'est il existe beaucoup de bouquins qui parlent de l'histoire du hardcore new-yorkais, de l'histoire du hardcore américain ou du hardcore tout court. Les autobiographies de personnes comme Harley Flanagan, les bouquins de Henry Rollins, les bouquins sur les Bad Brains, etc. Donc il y a beaucoup de littérature là-dessus. Mais ce qu'il y a de vraiment intéressant avec le bouquin de Roger Miret, c'est qu'il raconte de manière extrêmement claire et extrêmement ludique, voilà, cette histoire-là, et surtout comment ça s'est développé. Comment, dans ce New York de la fin des années 70, avec l'héritage des Ramones, des New York Dolls, Television et Dead Boys, etc., cette influence, voilà, donc c'est resté vraiment cette culture à New York, cette culture des groupes punk new-yorkais, mais qui aussi, voilà, a influencé les groupes britanniques, les Clash, les Pistols, les Damned, qui eux-mêmes, à leur tour, ont engendré La Hoy, qui ont engendré Discharge, Exploited, GBH, leur influence revenant à leur tour vers les États-Unis. Et dans ce contexte, voilà, du New York de ce début des années 80, je répète encore, un contexte très dur, très dangereux. D'ailleurs, il y a une chanson de le dernier album, All New York, qui parle de ça, qui est introduite d'ailleurs par un des passages de Taxi Driver, et qui dit effectivement, voilà, combien c'était difficile et combien c'était violent à New York à cette époque-là. Et justement, toutes ces influences, ce contexte social, la musique, a créé, voilà, a amené le hardcore new-yorkais dans sa spécificité musicale, dans sa spécificité de ses principes, de ses valeurs. Et tout ça, c'est très bien expliqué dans le bouquin de Miret, vu que, évidemment, c'est un des principaux témoins et un des principaux leaders de cette scène-là. Ce qu'il raconte aussi, voilà, de manière extrêmement claire et de manière extrêmement intéressante et agréable à lire, c'est la dualité qui pouvait exister entre, par exemple, le hardcore new-yorkais, le hardcore d'autres villes, et le punk rock, lui, plutôt de l'ouest des États-Unis. Il a eu une copine à un moment, voilà, qui était fan plutôt des groupes de l'ouest des États-Unis, plutôt non violents, d'une tradition un peu progressiste, anarchiste, etc. Et qui, voilà, à travers notamment, voilà, Maximum Rock'n'Roll, qui est, voilà, un fanzine, voilà, qui était très puissant dans le monde de l'alternatif. Et Roger Miret dit qu'il les a critiqués, que Maximum Rock'n'Roll a énormément critiqué Agnostic Front, les faisant passer pour des racistes, des patriotes complètement extrémistes, des homophobes, des sexistes, des gens violents. Et d'ailleurs, j'ai un bouquin dont je vous parlerai un jour, un super bouquin d'ailleurs, qui s'appelle La philosophie du punk. Et il y a tout un passage là-dessus sur la brutalité du hardcore new-yorkais, des groupes comme les Cro-Mags, des groupes comme... Donc il raconte pas que des conneries. Vraiment, il y a eu à un moment, voilà, toute une frange de l'intelligentsia punk, voilà, qui a un peu critiqué, voilà, le hardcore pour ses méthodes un petit peu expéditives. Et il raconte à un moment une anecdote, donc cette dualité est très bien montrée, et à un moment il raconte une anecdote qui est vraiment hyper intéressante. Il dit que lorsque l'album Something's Gotta Give est sorti, ils étaient signés à l'époque Agnostic Front chez Epitaph. Epitaph qui était le label de Mr. Brett, le guitariste de Bad Religion, et à l'époque Epitaph c'était une écurie de rêve, vu qu'il y avait Wayne Kramer du MC5, NoFX, il y avait Offspring qui venait de sortir Smash sur Epitaph, donc ça a été la plus grande vente d'albums pour un label indépendant, et donc évidemment Agnostic Front. Et quand ils ont sorti cet album, il y avait Billy Milano de SOD qui s'occupait d'Agnostic Front et qui a dit on va faire une tournée 100% hardcore, le Unity Tour. Il s'en est occupé de A à Z, tournée, voilà, de 80 dates, je crois, aux États-Unis, avec un package, je crois, il y avait les Dropkick Murphys dedans, un package de hardcore, de groupes de hardcore vraiment hyper solide, tournée qui a hyper bien marché.
Pour l'album qui a suivi, Riot Upstart, qui avait été produit par Lars Frederiksen de Rancid, Epitaph a dit, ben on va, enfin ils ont dit ou pas, ils ont repris le flambeau, ils ont organisé la tournée un petit peu avec les méthodes de Milano, sauf qu'ils ont écarté Milano, et encore plus fort, ils ont écarté Agnostic Front. Donc le Unity 2 Tour s'est passé sans Agnostic Front, je crois qu'ils ont été remplacés par H2O. Donc Billy Milano, il a été extrêmement déçu et très amer de voir voilà, ce qu'il avait fait être rapproprié par d'autres personnes, et Agnostic Front, ils ont eu les boules pendant un petit moment. Deux ans plus tard, Epitaph, qui se sentait un petit peu mal de ses baskets, a dit bon ben on vous invite sur la fin de la tournée de ce qui était devenu le Unity Tour, qui s'était transformé en Punkorama. Donc Mireille, quand il a découvert ça, il raconte que c'était devenu une grande usine Afrique, qu'ils ont joué, non pas pour leurs fans, mais pour les musiciens qui mangeaient, et que par-dessus le marché, on leur a dit, bon ben, plutôt que de voyager dans votre van pourri, venez dans un des bus du Punkorama. Sauf qu'ils leur avaient pas dit que le chauffeur était à leur charge, tout ce qui était la lingerie, etc., etc. Donc du coup, ils n'ont rien gagné du tout sur cette tournée, donc ils se sont fait enfler un maximum. Et cette anecdote, elle est intéressante, je trouve, non pas pour dire les hardcoreux sont les gardiens de la flamme, ils sont vraiment les purs sur dur, et les autres à côté une bande de baltringues, et inversement, c'est pas ça, c'est évidemment bien plus complexe que ça. Et c'est justement parce que c'est complexe que c'est intéressant, parce que parfois, cette intelligentsia, voilà, cette aristocratie du punk rock qui a tendance un petit peu à regarder tout le monde de haut, ben à certains moments devrait être un petit peu plus prudente, en étant bien sûr d'avoir les culottes bien propres quand on regarde les gens de haut. Et ça m'a fait penser à la super chanson de Snot, qui s'appelle, la meilleure chanson qu'a écrit Snot, qui s'appelle Mr. Brett, et où dans le refrain ils disent Mr. Brett, on va pas payer le prix pour que tu continues à vivre de la luxure. Et donc ça m'a plutôt fait rigoler cette anecdote, c'est vraiment hyper intéressant. Donc juste pour le fun, on se met, et pour se donner la pêche, on se met voilà un petit bout de cette chanson de Snot, Mr. Brett. Donc voilà, donc vous l'aurez bien compris, My Riot, c'est un livre qui m'a vraiment enthousiasmé, que je vous conseille vraiment de lire. Ça devrait accompagner vos belles soirées d'hiver. Alors il n'y a pas que, bon évidemment il y a du hardcore, il y a des gros bras, il y a de la bagarre, il y a voilà, etc. Il y a de l'action. Mais il n'y a pas que ça. Il parle aussi voilà, des moments où il a chuté, donc il y a des passages qui sont un petit peu plus émouvants. Il parle des femmes de sa vie, il parle de ses enfants, il parle de la relation qui l'unit à son demi-frère, Freddy de Madball. Il y a de nombreux passages sur lui, il y a de nombreux passages qui sont assez émouvants sur cette relation de frère, voilà, de cette transmission en quelque sorte du flambeau, en respectant aussi voilà, l'individualité de son demi-frère. L'histoire qu'il y a avec son compagnon de galère, son compagnon de route et son pote de toujours, Winnie Stigma, avec voilà, le célèbre gimmick de Mireille sur scène, lorsqu'il gueule Stigma. Ben ça, voilà, ça a encore plus de force quand on voit encore des années plus tard, plus de 35 ans plus tard, voilà, ce qui les unit toujours, cette force du hardcore qui les unit toujours, et ces deux potes qui finalement sont toujours ensemble, voilà, à jouer la musique qu'ils jouent. Donc c'est dans ce bouquin, voilà, il y a de tout, voilà, il y a du hardcore, il y a des gros bras, puis il y a aussi des sentiments. Donc voilà, ben un bouquin que je vous conseille, voilà, encore une fois je le répète, de lire chaudement. La prochaine fois, on va causer d'un personnage assez différent de Roger Mireille. Pas aussi différent, on ne fera pas un grand écart aussi spectaculaire que lorsqu'on avait parlé de Into the Abyss pour parler du hardcore après, mais quand même un personnage fort différent, mais je vous rassure, haut en couleur. Petite dédicace pour cette vidéo pour mes deux vieux compères, Seb et Greg, ils se reconnaîtront. Et puis pour terminer, ben, on va se quitter tous ensemble avec une petite chanson d'Agnostic Front.